Bienvenue à tous dans cette vidéo C, informatiser sa maquette dans la playlist de Train Controller. Le thème ici c'est transformation d'une maquette réelle. On a vu dans les deux premières vidéos un petit peu des théories, des concepts que j'ai imaginés et que j'ai pratiqués sur des maquettes. Je vous avais promis un petit peu du concret. Donc voici la vidéo de cette transformation de maquette. Dans cette vidéo, on va faire une petite introduction et ensuite je vais aller me balader sur la maquette du Ray Bergwell que l'on a informatisée pour un petit peu voir tout ce que j'ai raconté et puis voir au niveau hardware qu'est-ce que ça représente. Au niveau câblage, au niveau fonctionnement qu'on avait avant avec notre ancien système, qu'est-ce qu'on a fait, quelles idées on a eues pour éventuellement améliorer les choses. Donc je vous propose ceci dans cette vidéo. Donc, on va faire une petite promenade dans les locaux du Ray Bergwell. Je vous préviens, le montage vidéo et les prises de vue ne sont pas optimales, mais j'espère que le contenu technique vous conviendra. Si vous voulez plus d'informations sur cette maquette, on a un site internet où on a un petit peu mis dessus le fonctionnement de l'informatisation, un petit peu qu'est-ce qu'on a utilisé comme matériel, ainsi que la caractéristique technique, combien on a d'aiguillage, combien on a de rétrosignalisation, etc., etc. Vous êtes prêts? Il n'y a plus qu'à suivre le guide. En avant! Bonjour à tous, je vous accueille ici à Villeray, dans les locaux du Ray Bergwell. Un petit peu de géographie pour commencer. Villeray, un petit village dans le Jura bernois, en Suisse, entre Bienne et La Chaux-de-Fonds. J'ai le plaisir ici de vous présenter enfin un des projets sur lesquels j'ai travaillé pour l'informatisation. Donc je vous propose de faire une petite visite de cette maquette. Je vais vous montrer comment était la maquette au début, qu'est-ce qu'on a fait dessus, qu'est-ce qu'on a amené comme modification et on verra un petit peu du concret cette fois-ci. Suivez le guide. Donc nous voilà dans les locaux du club, petit atelier. Le club possède une première maquette modulaire, 8 mètres sur 1,40 ou 1,60, qui représentait en fait l'entrée de la gare de Berne et l'Arc avec le pont de la Lorraine. Maquette qui est à vendre, donc s'il y a des intéressés, allez sur la page web www.rayclubbergwell.ch. Voilà, là on va entrer dans le deuxième local avec la maquette que l'on a informatisée, donc qui n'était pas du tout préparée pour faire de la gestion informatisée de maquettes. Donc ici une maquette fixe avec un châssis qui est pas transportable. Nous sommes ici dans le local de la maquette dite BLS du club, une maquette qui s'inspire de quelques endroits réels de la mythique ligne du BLS Berne-Lötschberg-Saint-Plon. On a voulu représenter, comme derrière moi, le pont du Beachtal, qui est sur la rampe sud de la ligne, et encore une autre partie qui est la mythique courbe du Mittolsblausee avec sa gare. On n'a pas une gare de ville ou une gare qui peut accueillir d'énormes trains, c'est uniquement une petite gare de passage qui est maintenant désaffectée à l'heure actuelle, parce que la philosophie du club, ça a toujours été de rouler avec de longs trains, et on a des voies de gare qui peuvent accueillir des trains jusqu'à 6 mètres. Donc on peut aisément rouler avec des compositions de voyageurs d'une douzaine de voitures, ainsi que des longs trains marchandises avec 20-25 wagons marchandises, containers ou trains de ferroutage. L'état de la maquette quand on a commencé l'informatisation était pratiquement celle-là, mis à part le décor qui était un petit peu moins avancé. On a dû stopper un moment le décor pour pouvoir aller accéder aux endroits qui vont devenir un petit peu moins accessibles
afin de pouvoir découper les cantons, de pouvoir les câbler, monter les rétrosignalisations et les décodeurs d'aiguillage. Donc, chose pas toujours facile sur une maquette qui n'a pas été prévue pour l'informatisation. Le travail nous a pris à peu près 2 ans, je dirais, avec les essais de logiciels, les essais de décodeurs, le montage et la mise en service. Et actuellement, ça fait 2 à 3 ans que la maquette fonctionne correctement avec le système Train Controller et toute l'informatisation qui va avec. Ce que je vous propose ici, c'est de vous montrer un petit peu au niveau hardware ce que j'ai raconté dans les 2 premières vidéos sur un cas concret. Donc on va voir ici comment on a mis en place les choses et ce que ça représente. Donc ici à ma droite, la deuxième partie qu'on a voulu représenter, donc la gare du Mitholz-Blausee avec les bâtiments qui sont sur place, qui ont été mesurés sur place et refaits à l'identique au 87e, avec la courbe qui tourne derrière moi. Voilà pour les parties réelles qu'on a voulu représenter, le reste c'est complètement fictif. Je vous propose maintenant de faire d'abord le tour de la maquette. Donc la maquette fait à peu près plus de 200 mètres de voie. Et je vais peut-être faire un petit tour et vous expliquer le réseau. Je passe derrière la caméra. Donc en fait, le réseau est une boucle sans fin et chaque extrémité est bouclée. Si on regarde ici, on a une gare fantôme de 3 voies et c'est l'extrémité d'une boucle qui est au rez, donc le premier étage si on veut bien, ou le rez-de-chaussée. Et ici, on voit que notre double voie est bouclée. Ensuite, on traverse dessous toute la maquette pour ressortir, pour la caméra qui bouge. Notre train ressort ici des 2 tunnels, traverse ici toute la maquette, rentre dans ces 2 tunnels et derrière, dessous, on a une gare cachée de 6 voies qui font toute la longueur du local et qui vont ressortir ici dessous, longer le mur, tourner, ressortir ici par le tunnel et attaquer la fameuse courbe du Blausee. On passe devant la gravière ici, la gravière qui a servi pour le percement du tunnel du Lötschberg pour évacuer les gravats au milieu du tunnel. Et ensuite, la gare du Blausee-Mitholz avec ses bâtiments et ses bergeries. Ensuite, on continue le tracé, on continue de monter au 3e étage, pont du Bitztal. On fait ici un virage, on passe dessous la montagne et on ressort ici derrière au dernier étage qui va longer encore une fois la maquette pour rentrer dans ces 2 tunnels. Et même chose qu'au rez, en fait, ici on a notre double voie qui fait une boucle avec une gare cachée de 2 voies pour arrêter le train qui rentre et sortir un autre train. C'est juste pour faire un changement de train pour que ce ne soit pas le même qui rentre et qui ressort. Voilà pour le réseau. Au niveau du fonctionnement qu'on avait avant, on avait simplement sur ces 200 mètres de voie 7 cantons qui étaient gérés par un système de blocs avec des relais bistables. Donc, on avait toujours un canton vide, on lâchait manuellement un train dans ce canton vide et ensuite, chaque train qui sortait de son bloc avait une détection de courant qui pouvait libérer le train qui était derrière lui. Et ainsi de suite, tous les trains se suivaient et le freinage était effectué avec des modules de freinage Wiesmann et les distances gérées dans les décodeurs de locomotive. On a décidé d'informatiser principalement pour pouvoir amener un petit peu des choses plus intéressantes, des animations sur le réseau, de gérer autrement les freinages, de pouvoir faire du tri de train, de pouvoir définir
si un train doit s'arrêter dans notre gare de passage ou pas, de faire des arrêts au milieu de quai ou en bout de quai. Et une des grosses choses, c'était de mettre un petit peu de signalisation. Et c'est vrai que le câblage, la signalisation en câblage, c'est quelque chose qui est relativement compliqué et qui se simplifie grandement avec l'informatisation. Voilà pour le fonctionnement qu'on avait avant. Donc c'est clair que le nouveau cantonnement, lorsqu'on a fait l'informatisation, a amené beaucoup plus de cantons. Je vous propose maintenant de vous montrer en fait toutes les modifications qu'on a fait et qu'est-ce que ça implique sur la maquette. Une des premières choses qu'on a mis en place, c'est on a fait un petit tableau de commande, donc un petit bureau sur roulette avec diverses options, petit tablard avec l'écran, clavier souris, notre centrale, une IntelliBox 2, ça on n'a pas changé, et un PC. Ce qu'on a mis aussi sur ce tableau, en fait, toute l'intelligence est là. Nous avons ici dessous un booster avec son transformateur qui fait le courant de traction, donc digital de traction. On a ici au fond, si on le voit, le HSI 88 pour les rétrosignalisations avec ses 3 bus. Un transfo alternatif, 18 volts alternatif pour alimenter justement notre HSI et toute la connectique sur le PC ainsi que l'écran avec le logiciel qui tourne dessus. Une petite voie de programmation avec le digital de programmation de la centrale et notre tableau en fait est autonome. Parce que derrière, on a toute la connectique pour ressortir ici avec nos 3 bus, 3 branches de rétrosignalisation. On a ici une connexion RJ45 qui permet d'aller en fait sur une antenne ici qu'on a au plafond avec laquelle on peut piloter des trains avec la télécommande IntelliBox, enfin Uhlenbrock. La connexion ici qui permet de sortir avec le digital de traction, le digital de commande et le courant de programmation. Et également un petit module Wi-Fi avec une connexion qui part sur un autre PC parce que derrière la maquette, en fait, nous avons là-bas derrière dans le coin un deuxième PC qui permet de voir ce qui se passe sur la maquette et pouvoir contrôler au niveau de la gare cachée ce qui se passe. On a donc ici notre IntelliBox. Le courant digital d'IntelliBox est utilisé uniquement pour les commandes d'accessoires et le booster est pour le courant de traction. Voilà pour la première modification. Deuxième modification, on a mis en place ici une voie de calibration qui fait à peu près 4 mètres avec ici 90 cm de mesure afin de pouvoir calibrer nos locomotives. Où on a utilisé ce genre de choses, donc des contacts Märklin de masse, donc les rétrosignalisations sont des ponts de masse, différence de potentiel, et nous avons utilisé ceci, mais par contre sur le réseau, on a essayé de faire un petit peu plus discret en mettant des fils. Et là, comme je l'avais dit dans une vidéo, on a choisi des couleurs. Le vert égale rétrosignalisation. Je vous ai parlé aussi dans les vidéos précédentes, on va le voir ici de ce côté, qu'il faut un peu séparer les fils. Donc on a fait ceci, avec une latte à tuile. On a un canal où on met uniquement des rétrosignalisations ou quelques fils d'alimentation continue qui n'ont pas d'influence sur, qui ne peuvent pas perturber les rétrosignalisations. Et ici un double canal où on a une partie où on va passer tout ce qui est digital et courant alternatif et l'autre où on aura les câbles de bus qui vont relier nos modules de rétrosignalisation ensemble. Ensuite, on a séparé la maquette en 4 parties. On a une première partie ici
sur la gauche, où on vient centraliser sur un premier tableau une partie des modules. On a un deuxième tableau ici qui est le tableau principal, où on a aussi centralisé différents modules. Ensuite, on continue sur la maquette avec ici un troisième tableau et ici un quatrième tableau avec aussi les modules qui sont liés à son secteur. Ceci pour éviter d'avoir des câbles et des modules partout. La seule chose qu'on a fait un petit peu autrement, c'est pour la commande des feux, où il y a quand même toujours pas mal de fils quand on a des portiques comme ceci. Ben, on a décidé de laisser les décodeurs tout près des signaux pour éviter de ramener tous les fils dans les tableaux. Au niveau des tableaux, tous les tableaux comportent des alimentations. Donc ici on en a deux pour tout le réseau, une à gauche, une à droite de 18 volts alternatifs. Chaque tableau comporte du 24 volts continu pour les moteurs d'aiguillage principalement. Et certains comportent du 12 volts pour les signaux. Si on regarde un tableau juste pour l'exemple, donc on a une partie ici moteur d'aiguillage, donc ça c'est les décodeurs qui vont sur les moteurs d'aiguillage. On a ici un petit abaisseur de tension, petite électronique en fait, qui permet de descendre de 23 volts à 19 volts, parce qu'on a remarqué que nos moteurs d'aiguillage, les Mako, on les voit ici, les Mako et Fulgurex faisaient beaucoup de bruit. Donc on a décidé de réduire ceci. Donc voilà pour la petite histoire. Ensuite, on a ici un aiguillage de données pour les rétrosignalisations, pour faire deux branches. Comme ceci, on a ici deux modules de 16 entrées. Et ensuite, le bus continue sur le prochain tableau qui est là-bas au fond. Et ici, on peut rajouter 3 modules à la suite au besoin, sans devoir réincrémenter en fait l'adressage des modules qui suivent. Ceci avec cet élément, le DSV de chez Litvinsky. Donc tout ce qui est commande d'aiguillage, rétrosignalisation et commande d'accessoires, nous avons tout du matériel de chez Litvinsky. Chaque tableau comporte ici différentes tensions. Donc on a du 12 volts continu, du 18 volts alternatif. Ici en violet et orange, on a le digital de commande, donc tout ce qui est digital pour la commande des modules d'accessoires. C'est pour ça qu'ici on a aussi l'orange et le violet qui viennent. Et ensuite le digital de traction, donc tout ce qui va sur les voies, notamment ça vient aussi sur nos modules de rétrosignalisation au niveau de la référence pour les optocoupleurs, et du 24 volts continu. Donc chaque fois qu'on a besoin de faire quelque chose, on vient se repiquer ici sur notre bornier, et ça, tous les tableaux en sont en possèdent. Si on va regarder un autre tableau intéressant, désolé, il faut un petit peu que je fasse de la gymnastique. Voilà. Alors la caméra est pas très stable, je suis désolé, j'ai un câble qui me suit. Donc ici, même chose, hein? On retrouve nos rétrosignalisations sur la gauche avec un module aiguillage de données. Les décodeurs pour les moteurs d'aiguillage. Et ici, un ESU Switch pilote pour piloter des animations. Donc on a mis ça parce qu'on en avait un quand on a fait des essais. Après, ça fonctionne très bien. Si on va encore
sur un autre tableau. On a ici le dernier tableau qui a une petite variante. Donc ici, là, voilà. Ici, on retrouve également nos rétrosignalisations, nos alimentations, ainsi que nos décodeurs d'aiguillage. Et ici, des SAD4DC, donc des décodeurs, un décodeur qui a des relais bistables pour pouvoir piloter des animations. Et ici, un SDEC, donc c'est pour les moteurs électromagnétiques des aiguillages. On a mis ici un petit DSU, un petit relais bistable en fait. Pourquoi ceci? C'est pour pouvoir passer notre voie de calibration entre le digital principal et la voie de programmation. Et ici, sur notre bornier, on a une tension en plus qui est le digital de programmation. Donc on a simplement ici notre relais bistable qui est piloté avec d'un côté la tension de voie, de l'autre côté le digital de programmation. Et ensuite, le commun part ici sur notre voie de programmation, sur notre voie de calibration. Comme ceci, on peut, sans devoir changer et enlever la locomotive de la voie de calibration, on peut y changer les CV. Donc on peut basculer en fait simplement depuis notre tableau de commande la voie de programmation ou le digital de voie principale avec une petite option qu'on a sur Train Controller. Donc voilà une représentation prise en vidéo du TCO. Je vais vous parler de la petite option de voie de calibration. Donc elle est ici en bas de l'écran et on peut tout simplement ici passer la voie de calibration en mode de programmation ou en mode voie principale pour l'apprentissage de la courbe de vitesse. Comment ça se représente? Si on prend une locomotive ici, dans vitesse, profil de vitesse avancé, on a ici dans l'onglet décodeur la possibilité de paramétrer ici un décodeur d'accessoires qui est le numéro 85. C'est celui qui est lié au petit relais bistable qui permettra ici de passer en voie principale ou voie de programmation. Donc ça, c'est une des petites options qu'on a. C'est Train Programmer. Et la deuxième option, on a le Smart End Manager qui permet de pouvoir se connecter avec un attel sur le PC au travers du petit module Wi-Fi qu'on a et de pouvoir conduire son train avec l'application, avec son attel tout simplement au travers de Smart End. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je m'excuse pour le tournage vidéo, je ne suis pas un as de la vidéo caméra. Pour moi, c'est plutôt l'aspect technique qui est important et j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous avez pu voir un petit peu toute la théorie que j'ai racontée durant les 2 vidéos précédentes et un petit peu voir notre façon de voir les choses, ma façon de voir les choses. C'est peut-être pas toujours les bonnes solutions, mais dans tous les cas, on trouve chacun dans le modélisme son chemin. Il y a des petites choses à faire attention, il y a des petites idées qu'on peut prendre toujours partout, dans tous les clubs, dans toutes les maquettes. Et c'est ce que je voulais vous apporter ici, c'était ma façon de voir les choses. Et aussi de pouvoir une fois sur une maquette voir le travail qu'on effectue et pas que du laboratoire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là si vous y êtes arrivé. La prochaine vidéo, je pense faire un petit reportage sur une séance de roulement de cette même maquette où on pourra voir un peu les animations qu'on a mis en place
de voir rouler les trains, de voir la gestion des trains avec des arrêts différents au niveau de la gare du Blausee, avec des arrêts en milieu de quai, en bout de quai, etc. etc. Donc, à plus dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez trouvé la vidéo intéressante et abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, les vidéos vont continuer d'arriver. Allez, bye bye à tous!